Donc ici, je vais parler d'ethnométhodologie, identité ethnique et conflits. Donc, pour qu'il y ait des conflits entre des groupes qui portent chacun, sont porteurs d'identité ethnique, il faut qu'ils existent. Et c'est pour ça qu'on parle d'ethnogénèse. Hein. Et donc là-dedans, je mettrais la nation d'aînés. La nation d'aînés est née quoi dans le contexte des revendications territoriales de différents groupes d'aînés et aussi des Inuits. Donc, il y avait la question de Nunavut, les territoires du Nord-Ouest allaient être divisés. Nunavut, le territoire des Inuits, et dans la forêt boréale, les Dénés. Parmi les Dénés, il y aurait aussi les Métis qui étaient ensemble. Ils ont eu des assemblées annuelles, la nation Dénés, donc des rapports et tout ça. Et donc, il faut un symbole identitaire, au fond, qui est relié à la Terre. Parce qu'on dit toujours la Terre, oui, mais la Terre est différente à différents endroits. Alors, parmi les Dénés, ils disent, c'est quoi être notre symbole? C'est parmi les gens de Satou-Dénés, les gens du lac de l'Ours. Alors, le long du Mackenzie, puis il y a une autre rivière qui s'en vient, il y a Moria. Il y a eu un temps dans l'histoire des Dénés où c'était des chasseurs-trappeurs et les animaux étaient géants. Et ils renversaient les canaux, ils mangeaient les Dénés. Les Dénés étaient la proie, au fond, des animaux géants. Alors, la seule façon de s'en défaire, c'est qu'il y a Moria. Les gens vont des fois dire c'est Dieu. Il y a différents noms, différents groupes de Dénés. Et est venu avec des flèches, puis a tué les castors géants. Alors ici, on voit ces deux flèches qui sont venues. Et puis, le long du fleuve Mackenzie, il y a deux gros arbres comme ça dans l'eau. Hein. On dit ça, c'est le reste des flèches. Puis aussi, il y a des endroits, il y a de la combustion parce qu'il y a des sables bitumineux le long de la rivière. Des fois, il y a de la combustion spontanée. Il y a des feux, des fois, qui s'allument le long de la rivière. Il y a le feu où il a fait cuire la viande des animaux géants. Et sur le côté de la montagne, on voit ici les trois peaux des castors géants qui a fait sécher, comme on fait sécher les nôtres. Hein. Et c'est grâce à lui que les animaux ont été ramenés à taille humaine, c'est-à-dire qu'on est capable de les tuer. Donc c'est vraiment ici qu'on est créé, qu'on est rétabli. Mais ça, c'est une histoire, au fond. Ces symboles-là fonctionnent bien pour les gens locaux, mais dès que vous mettez des membres de la nation d'aînés qui sont tout à fait proches des Inuits, tout à fait dans le nord, ça leur parle moins. Vous allez au sud, parmi les Dénés d'État, c'est fait partie aussi des Dénés, ça leur parle moins. C'est vrai, ils peuvent comprendre que c'est vrai ce que c'est arrivé, mais c'est arrivé pour eux autres, c'est pas arrivé pour nous autres. Donc, il faudrait prendre, pour chaque groupe, il y a des récits semblables. Il y a des hauts faits, au fond, qui sont arrivés partout parce que chaque groupe se sent en relation particulière avec Yamoria. Donc, les hauts faits de Yamoria. Mais pour les fins politiques, parce qu'une politisation des relations ethniques, il faut prendre un symbole. On ne peut pas éduquer les Blancs à toute la variété de symbolique. Et donc, on dit, voici, ça va être notre étendard, notre porte-étendard. Moi, ce qui m'avait étonné là-dedans, c'est que en 79, déjà quand j'étais là, c'était la fin de la fameuse enquête Berger. C'était l'enquête, c'est Pierre-Éliott Trudeau qui a demandé au juge Berger de faire une enquête sur le pipeline du Mackenzie, est-ce que ça va avoir lieu ou pas, puis il a recommandé un moratorium jusqu'à ce que les revendications territoriales soient réglées. Mais les Dénétas, eux autres, ils auraient été au bout de la pipeline. Ils avaient déjà commencé à former des jeunes avec des gros tracteurs et tout ça pour abattre la forêt, faire de l'espace pour les pipelines. Ils allaient, eux autres étaient pour le développement du pipeline. Tandis qu'au nord d'eux autres, parce que les gens étaient contre. Alors, ça m'a fait intriguer comment ça se fait que les Dénétas veulent que ça arrive parce qu'ils veulent l'emploi. Ah, et puis, il y avait déjà de l'investissement dans les puits d'huile avec des compagnies sur le territoire. Donc, il y avait un genre de collaboration qui était là. Donc, ils voyaient de bon oeil le pipeline, tandis que les gens au nord, les Fort-Liard et tout ça, le disaient non, non, on est contre le pipeline. Donc, deux discours, deux aspirations hein, assez contradictoires. Et donc, ça, c'est le côté, si vous voulez, des grandes relations entre autochtones. Et eux-mêmes ont commencé à faire la distinction entre les gens de souche, les gens du territoire, et les newcomers, hein, ceux qui sont venus. Hein. Alors,
Il y a une distinction entre allochtones et puis autochtones, et puis donc les autochtones doivent avoir des droits de définir l'avenir. Alors c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas qu'un blanc qui vienne qui a un lieu de résidence dans les territoires du Nord-Ouest ou dans Denendeh ait un droit de vote sur les projets d'avenir, parce qu'ils disent les blancs restent jamais là pour vivre les conséquences de leur vote. Alors seuls ont le droit de voter pour l'avenir ceux qui vont vivre les conséquences de leur vote. C'est une proposition démocratique. Le gouvernement vous disait que c'était irrecevable. Mais de fait, ça aurait dû être parfaitement recevable. Dire aux Blancs, votre aspiration, quand vous allez résider là, c'est de faire de l'argent, vous allez revenir avec de l'argent, mais vous n'avez pas le droit de définir l'avenir du territoire, parce que c'est un territoire donné. Puis ça a été irrecevable. Même pour moi, c'est la clé de tout. Mais c'est l'irrecevabilité. La question aussi, qui est membre de la nation Dene? Pour les Dene des territoires du Nord-Ouest, puisqu'ils voyaient les Inuits s'en aller faire le Nunavut, ils voulaient aussi avoir leur territoire. Ils ont dit qu'il faut limiter le territoire quand même, parce qu'il y a des Dene au nord de Saskatchewan, au nord de l'Alberta, au nord de... C'est tous des gens qui sont apparentés. Le renouveau de la nation Dene, paraît-il, a commencé quand des anciens de Deneta, proche d'où j'étais, sont montés dans les territoires avec leurs tambours pour renouer avec la tradition. Donc, June Helm me dit, au fond, c'est un prophète d'Indian Cabins qui est en Alberta, qui est proche de Chathay où j'étais. C'est lui qui est allé dans le nord, ce prophète-là, puis qui a réanimé la flamme, au fond, ancestrale. Alors, on aurait pu dire, la nation Dene aurait pu dire, mais on va inclure aussi le territoire du prophète qui est venu chez nous. Ils ont dit non, notre territoire de Denendeh va finir à la frontière des territoires du Nord-Ouest. Pourquoi? Parce que si on met en plus des revendications d'autogouvernement, si on met aussi la négociation de redéfinir les frontières des provinces, il y a trop de choses sur la table, ça ne marchera pas. Donc, il faut redéfinir les choses. Et au fond, ça m'amène à la question de l'ethnométhodologie, dans le sens que les choses ne sont jamais définies préalablement, indépendamment ou antérieurement à un discours à leur sujet. Hein? Lorsqu'on fait un discours au sujet de quoi que ce soit, on dit il y a un objet dont je suis en train de parler, mais l'objet lui-même est constitué à l'intérieur du discours au sujet duquel je dis ce discours-là est. De telle manière que le discours et l'objet dont on parle se renvoient l'un l'autre et se constituent l'un l'autre comme étant ce dont je parle et étant le discours que je tiens à son sujet, de telle manière qu'un est le miroir de l'autre. Et cette relation-là entre l'objet qu'on instaure dans un discours, qui n'est pas antérieur ni indépendant du discours, mais qui s'instaure dans le discours, le rapport à cet objet-là et le discours, on appelle ça un rapport, en ethnobiologie, un rapport de réflexivité. L'objet et le discours à son sujet se renvoient l'un l'autre et se constituent l'un l'autre, sont un miroir l'un de l'autre. Donc, la réflexivité, ce n'est pas tellement une habilité de l'individu, de la personne de réfléchir sur soi-même, ce qui est aussi un sens du mot réflexivité. Mais en ethnopédagogie, non, c'est vraiment la question des discours qu'on entretient au sujet des objets et de la prise de conscience que c'est à travers ces discours-là qu'on fait vivre dans un monde social des objets qui, antérieurement au discours, n'existaient pas. C'est un peu, au fond, ce que j'ai compris, moi, de l'ethnométhodologie. Comment j'en suis venu à ça? C'est parce que quand j'ai eu un poste à l'Université de Calgary, parce qu'après 6 ans de terrain chez les Délétants, aller-retour comme ça, à un moment donné, j'ai dit, je ne pourrais pas tenir la route. Quand je parlais aux collègues, les collègues anglophones surtout disaient, on est surpris de ton degré de dénification. Hein? Tu es en train de te faire déné. Hein? Je parlais, ma façon de parler, puis tout ça, tu es en train de devenir déné. En termes dérogatoires, on dirait you're going native, mais il était poli, il disait your denification. Identification with déné. C'est tout ce langage-là. Mais il reste que je me suis aperçu après un temps, parce qu'aller profondément dans n'importe quel monde social, on développe des compétences dans ce monde-là, évidemment. Hein? C'est comme ça qu'on se sent bien, puis qu'on a des interactions, ainsi de suite. Mais j'étais dans 2 mondes tellement différents, ça me prenait 1 mois pour sortir du monde donné, pour arriver chez moi, au moins 1 mois pour me réorienter. J'étais en voiture chez nous, puis à Ottawa, je mettais à coup les freins, juste, je regardais les gens sans t-shirt, les hommes ou les femmes, pas de bretelles, rien.
toutes sortes de choses qu'on voit en ville qui ne m'auraient jamais surpris avant, en shorts, les gens. Puis là, tout à coup, je les voyais avec les commentaires des dénés. Parce que quand je me promenais avec les anciens, parmi le high level, j'allais en ville avec eux autres. Puis ils regardaient tous les Blancs se comporter des choses qui. Puis ils disaient souvent: Hey, Guyannette, là, hey, qu'il y en a des Blancs, qu'il y en a des Blancs. Puis c'est une petite ville du Nord, ça. Mais j'étais tellement imbué des perceptions des dénés. Tout à coup, je suis en train d'agir comme ça dans ma ville natale. Hein? Puis là, tout à coup, je suis en train de vivre ma ville natale avec des réflexes d'aîné. Hein? Oui, qui suis-je? Où suis-je? À travers des yeux de ça. Mais puis après ça, quand je retournais chez les Dénés aussi, ça faisait laisser mon enseignement, mes écritures, tout ce monde-là d'anthropologie pour me remettre à l'écoute, pour remettre, c'est sur leur territoire que je veux marcher, pas sur le mien. Alors, si je veux me rendre là. À un moment donné, je disais, c'est plus tenable. Psychologiquement, c'était au-delà de mes capacités Ces deux mondes vrais sont tellement vrais que je ne peux pas habiter entre deux. Alors, j'ai dit, mon chez-nous va être chez nous. Dans le Canada bilingue que je connais, avec des visites, mais moins intenses, moins... Je ne peux pas avoir deux fréquentations. Je ne peux pas fréquenter deux mondes comme ça. C'est impossible. Ça dépasse mes capacités. Et c'est là que j'ai postulé un poste à l'Université d'Athabasca. J'ai fondé là le programme d'études autochtones. Puis après 2 ans et demi, j'ai eu un poste comme directeur du Centre autochtone à Calgary. Puis 3 ans après, un poste de professeur adjoint au département d'anthropologie. Alors en 88, quand je suis arrivé à l'Université de Calgary, Graham Watson est venu me voir. Lui, il arrivait de l'Afrique du Sud. Il avait été un étudiant de Peter Karsten, dont je vous ai parlé, le professeur de l'Université de Toronto, qui dit: on est tellement découragés, tous les étudiants en doctorat nous répètent. Hein. Alors, il y a une filiature ici. Lui est arrivé de l'Afrique du Sud pour enseigner à Simon Fraser, puis il est abouti à l'Université de Calgary. Puis il a fait une thèse sur Passing for White. Donc, il a participé à toute la lutte contre l'apartheid et tout ça. Il était un étudiant aussi de Monica Wilson, tous des grands noms de l'Afrique du Sud. Et lui, comme anthropologue, il se disait toujours comme anthropologue, pas l'anthropologie sociale, c'était son domaine, pas l'anthropologie socioculturelle. Pour lui, ça n'existait pas, c'était social, pour la tradition britannique. Et il était devenu ethnométhodologue par sa formation. Moi, je ne connaissais rien de ça quand je suis arrivé à Calgary. Puis là, il m'arrive dans mon bureau au Centre autochtone. Et puis, il avait lu mes travaux, puis il dit: tu as commis 2 péchés mortels. You went native, tu es devenu l'un d'eux, et tu nous dis pas tout. Parce que je dis à certains endroits, dans Ways of Knowing, les gens, quand j'écrivais, des fois, ils disaient: arrête d'écrire, parce qu'on a des choses à dire, mais c'est juste pour toi. Hein? Ça, tu le répètes à personne. Alors, j'arrêtais, puis là, j'écoutais, puis après ça, il dit, puis là, il continue à parler: mais ça, tu aurais pu l'écrire, là. Là, tout à coup, je me remettais à écrire, je prenais des notes. Mais il y a beaucoup de choses que j'ai jamais répétées à personne. Et fidèle à cette directive, au fond, comme je disais, voici, c'est pour toi. Ça m'aide à réfléchir quand même sur mes données et tout ça, mais c'est un cadeau pour toi. Alors lui, il savait ça parce que je l'ai écrit. Alors il dit: ça, tu devrais nous révéler toutes les choses pour qu'on sache tout. Mais non, j'ai dit non. Puis je ne suis pas devenu l'un d'eux, j'étais encore anthropologue. Et tout. C'est comme ça que ça a commencé ma relation avec lui. Je me suis intéressé à ses écrits aussi. Il avait déjà publié un article 20 ans plus tôt que je ne connaissais pas, la réification des identités ethniques dans les territoires du Nord-Ouest. Il avait travaillé à Yellowknife, il était dans la même maison que George Erasmus, qui allait devenir le président de la Nation des Nés plus tard. Qui allait devenir un des co-présidents de la Commission royale sur les peuples autochtones en 1990. Donc, il était là au moment de l'effervescence, si vous voulez, ethno-nationale. Donc, il a vu la genèse de ça. Hein? Alors, il s'était beaucoup intéressé à ça. Et moi aussi, donc, ça m'a inspiré de dire: j'ai un nouveau langage. Ça m'a fait l'impression de retourner aux études, hein, à l'occasion d'un autre collègue. Alors, il me fait lire des choses. Un texte que je fais lire à mes étudiants aussi, c'est un texte Ian Anderson et puis Lee. Le titre, c'est un chapitre de livre: Taking Professor Gluckman Seriously, The Case of Participant Observation. Hein.
Alors, le titre du livre, c'est Custom and Conflict in British Society. On peut prendre la même chose, on pourrait dire au Canada aujourd'hui, quelles sont les coutumes et les conflits au Canada aujourd'hui. Et Gluckman était très intéressé aux conflits dans les colonies, mais post-coloniaux aussi, puis internationaux en Grande-Bretagne. Il était souvent à la CBC. Il était un activiste aussi en même temps qu'un grand savant. Et ces deux auteurs-là disent au fond qu'ils essaient de faire du terrain, mais ils disent au fond, quand on se rend sur le terrain, on s'aperçoit que pour comprendre les objets dont ils parlent, il faut les définir comme eux-mêmes les définissent. Si je veux comprendre une réincarnation, il faut que je comprenne telle que les Dénés la comprennent. C'est la meilleure description de la réincarnation Dénés, c'est dans les termes même dans lesquels eux-mêmes la posent, cette réincarnation-là. Donc, c'est un article savant, mais qui fait cette thèse-là. Donc, participant observation, on dit c'est l'observation participante, c'est la méthode, au fond, des anthropologues. Mais au fond, c'est aussi la méthode humaine qu'on devient compétent dans n'importe quelle société. On observe nos parents, on réplique. Alors, on n'a pas d'autre méthode comme en sciences sociales que de suivre les acteurs sociaux pour voir comment ils se constituent leur monde et comment ils vivent, actuent dans ce monde-là. Peut-être un petit exemple parmi les États. Un jour, j'avais été invité à amener une personne qui était malade, une blanche, chez un guérisseur. Alors, j'étais allé voir des familles, comment on s'approche d'un guérisseur. Il m'avait dit ce qu'il fallait faire, des morceaux de peau d'animaux, des rubans, selon chaque guérisseur et tout ça. Alors, chaque soir, j'allais dans une famille pour s'approcher d'un guérisseur, puis la personne qui venait à la porte, c'était un jeune homme, une jeune femme, il allait voir le vieux ou la vieille qui est guérisseur, puis il disait non, il y a eu un deuil dans la famille, l'année après le deuil, il ne peut pas faire de guérison. Puis il y avait toujours des excuses comme ça. Puis le 5e soir, dans une famille, on dit « Egaya ketsunehule, du ketsandi ». Les Blancs ont perdu leur âme, on ne peut pas les aider. Hein? Bon, ça m'est resté dans la tête, ça. Alors, puis c'est le soir, ça fait une semaine que j'essaie d'aider cette personne-là. J'ai l'impression de ne pas avancer dans mon terrain. Qu'est-ce qui se passe, merde? Alors, je m'en reviens, et 11 h le soir, on s'en revient à pied, venir chez moi. Puis là, on rencontre une femme donnée. Puis là, je raconte un peu de l'impasse dans laquelle on est. Ah, mais t'es dans le mauvais village, c'est dans le village prochain qu'elle va être guérie, c'est pas ici. Le guérisseur cri, il avait dit, ça va être parmi les Dénés, mais toi, t'es juste dans le mauvais village. Fait que le lendemain, on est parti, on était dans l'autre village, Meander River, puis j'arrive là, il y a une autre femme sur la route, puis là, j'ai dit aussi, on a été envoyé ici. Ah oui, c'est Paul qui va être le guérisseur. Il vit où, Paul? Équina, là, voilà, là, je m'en vais là. Et puis là, il nous attendait, oui. Il y a eu des rêves, c'était ça. Puis là, j'ai vu une cérémonie, j'ai pu lire au sujet d'une cérémonie semblable qui était dans des récits plus vieux d'un siècle. On disait que ces cérémonies-là étaient disparues. Ça s'est passé dans la cuisine, la télévision était ouverte, les petits-enfants étaient autour. Les symptômes disparus complètement. Ça a marché exactement tel que le guérisseur a dit. Je suis revenu, mission accomplie. Demain. Le guérisseur qui m'avait donné cette mission-là, ensuite me dit je vais aller voir cet ancien-là, je dois le consulter pour mon propre bien-être aussi. Alors, tu vas être mon traducteur. Je suis son traducteur. Il déchinait des dits. Ce cri-là est malade. Alors, je suis là, puis le vieux me demande qu'est-ce que tu connais. J'ai dit il veut de l'aide. Hein? Il dit le pouvoir de guérison, est-ce que tu connais? J'ai dit non, moi je ne connais pas, mais on me dit que les anciens le connaissent. Alors on a eu comme ça une conversation au début pour qu'il me positionne. Il m'avait jamais. Là, je devenais l'interprète avec le cri. Puis il a fait une cérémonie de guérison pour ce leader cri-là aussi. Puis moi, je me pensais utile. Ça a marché pendant 1 heure à peu près. Puis tout à coup, les deux sont mis à parler en cri pendant 3 heures de temps. Moi, j'étais complètement coupé de la conversation. Je n'ai pas encore compris aujourd'hui pourquoi j'ai été amené à faire la traduction pour la première partie de guérison. J'ai jamais demandé, on ne demande pas ces choses-là. Mais c'est juste pour vous montrer comment on ne connaît jamais les compétences des gens autour de nous autres. On ne sait jamais à quoi on ne sait jamais ce qu'on fait vraiment. Hein? Et quand je suis retourné dans la famille, le vieux qui avait dit les Blancs, on ne peut pas les aider, ils ont perdu leur âme, il a mis sa main à côté de la mienne, puis il a dit, tu vois, moi j'ai la peau brune, toi tu as la peau blanche. Hein? Mais si on se coupe la peau, les deux, on a le sang rouge. Hein? Au fond, on est les mêmes. On est les mêmes.
Puis quand j'ai rencontré ça, Graham Watson, il dit, les deux affirmations, c'est des constructions sociales. Vous êtes différents, on ne peut pas vous aider. Ou vous êtes les mêmes, on peut vous aider. C'est deux affirmations sociales qui créent de la solidarité ou de la distance. Alors, on ne peut pas dire, ici, il a dit la vérité, puis là, il a dit une fiction. Non, c'est deux affirmations qui conduisent à des comportements différents. Et on choisit des comportements en fonction de nos aspirations. Mais c'est toujours en fonction de l'aspiration, c'est toujours en termes de construction. Et si on est plus confortable avec certaines affirmations, puis qu'on les prend pour les vraies, ils ne sont pas plus vrais que celles avec lesquelles on n'est pas confortable. C'est deux constructions sociales, c'est deux façons de poser des objets comme éloignés ou rapprochés. Et c'est ce qu'on fait entre humains tout le temps. Et donc, c'est le défi des êtres humains, au fond, de dire, est-ce qu'on est entouré d'amis, d'ennemis, de gens qu'on plus ou moins neutres? Qu'est-ce qu'on fait, justement? On le fait à travers les discours, à travers les alliances, à travers les inimitiés, quoi que ce soit.